Bienvenue. Je vais vous présenter la méthode CAPT, la communication authentique, profonde et transformative. Déjà, je vais me présenter, je m'appelle Franck Natier. Je m'intéresse aux rapports humains, à la guérison des blessures inférieures et aux techniques de communication depuis plus de 20 ans. Je me suis formé à la communication non violente, à la communication transformative, à l'analyse transactionnelle, à la méthode ESPER de Jacques Salomé. Et j'ai fait des parallèles aussi avec la guérison des blessures intérieures. Je me suis intéressé à pas mal de disciplines qui s'appellent guérison des blessures intérieures. Et je vais vous présenter donc la méthode CAP qui mélange un petit peu toutes ces diverses approches. Ce que j'ai remarqué en fait que dans les relations, c'est très fréquent que soit on traite pas les tensions, soit quand on les traite, ça se passe souvent pas très bien. On appelle ça les conflits. Et j'aime bien faire le parallèle parce que je m'intéresse beaucoup au monde sauvage, à la nature, au jardin-forêt, au compostage, à tout ce qui est en lien avec l'écologie. Eh bien, imaginez en fait que les relations humaines, on en a besoin, on est des animaux sociaux, on a besoin de relations, au même titre qu'on est des animaux qui carburent avec de la nourriture. On a besoin de manger et de boire tous les jours. Ça fait partie de la vie quand on s'incarne sur Terre. On va devoir avoir des relations avec nos parents, avec nos amoureux, avec nos enfants. Et on va avoir besoin de manger. Et je vais faire le parallèle un peu entre les deux, vu que c'est deux besoins fondamentaux, manger et avoir des relations. Et donc, on s'aperçoit que pour faire un poulet rôti qu'on va manger ensemble, le plat de la relation, il faut que quelqu'un se soit tapé le plumage du poulet, l'épluchage des carottes et des pommes de terre. Et à ce stade-là, ce qu'on peut faire, c'est vachement plus pratique si on épluche les pommes de terre et les épluchures, on les fourre sous le tapis. Ensuite, on mange le plat de la relation. Ah, c'est bon la relation, qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble. Le côté un peu sucré de l'évolution, le côté sympa qu'on va chercher. Donc dans l'amour, par exemple, faire l'amour, dire je t'aime, recevoir je t'aime, on est tous d'accord pour ça. Mais on s'aperçoit qu'il y a des restes à la fin du repas. Les os du poulet, peut-être la peau si on n'aime pas manger la peau. D'ailleurs, tout un tas de trucs un peu indigestes. Si on se force à les manger, gloup, ça nous reste en travers de la gorge. Et on s'aperçoit que dans la relation, souvent, il y a des trucs que gloups, ça nous reste en travers de la gorge, qu'on a du mal à digérer, à avaler. Et ça encore, ces os, qu'est-ce qu'on en fait? On les met sous le tapis. Et puis ensuite, en dernier des déchets du repas, il y a ce qui sort de notre tuyauterie. Ce que nos ancêtres mettaient derrière les rideaux, qu'on va encore mettre sous le tapis. Et donc à la fin, il y a une odeur qui se dégage dans la relation. Et c'est très souvent que quand la baraque est tellement dégueulasse, qu'est-ce qu'on fait? On en change. Et on va laisser traiter tous ces déchets. Donc dans notre belle société de loisirs et de consommation, les épluchures, les emballages, tout ça, poubelle, c'est Veolia qui s'en charge. Ensuite, on va aux toilettes et hop, tout ça, c'est Veolia qui s'en charge. Et maintenant, la relation, c'est les avocats qui s'en chargent. Tout ce qu'on n'a pas voulu traiter, à un moment, il y a une facture qui arrive et ça s'appelle les conflits et la façon dont on va les traiter, les gérer. Donc les conflits, c'est un petit peu comme si c'était le méthane de tout ce qu'on a fourré sous le tapis de la relation à la cave, bien caché pour pas qu'on le voit. Savoir que plus des déchets, on les met à l'abri de la lumière et de l'oxygène, et plus il y a du dégagement de méthane. Et qui fait qu'à un moment, si quelqu'un craque une allumette, ça explose dans la relation. On appelle ça vraiment le conflit, la colère, on sort de nos bons. Donc en fait, toutes nos tensions, tous nos conflits, ils sont liés à notre comportement. Et tous ces comportements, en fait, sont liés à nos blessures intérieures qu'on va voir. Et donc, la méthode CAP, elle est intimement liée à nos blessures intérieures. Parce que c'est nos blessures intérieures qui vont nous donner un comportement, on va le voir, différent d'une personne à l'autre, en fonction de ce qu'on a dû subir dans notre enfance et de la façon dont on a pu réagir, ou donc on a eu la possibilité ou non de réagir, on va avoir des comportements et on va avoir un mode de communication qui sera plus ou moins différent. Donc en fait, les blessures intérieures, je ne sais pas s'il y en a il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissent les travaux de Lise Bourbeau, Écoute ton corps, les 5 blessures intérieures. Donc Lise Bourbeau, elle parlait de 5 blessures intérieures. La trahison, le rejet, l'injustice, l'abandon et l'humiliation. Et dans l'approche qu'il y a dans la thérapie Guérir et dans CAPT, il y en a 12 des blessures intérieures qui peuvent être différentes. Enfin, par exemple, il y a le deuil, les blessures existentielles, les blessures de croissance. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que je suis dyslexique.
Et en tant que dyslexique, j'ai vraiment eu du mal à apprendre dans l'éducation nationale. Ça allait trop vite pour moi. Et donc, ça m'a donné une blessure qui était de me sentir nul, en fait, de me sentir idiot. Donc, on va avoir une douzaine de blessures qui vont influencer notre comportement et qui vont nous donner des comportements différents, qui vont nous créer des parts blessées et autour de ces parts blessées, des parts protectrices. Et ça, c'est les 3 stratégies de survie qu'on trouve chez tous les animaux. C'est soit si j'ai la force et le pouvoir, je fais face et je contrôle, je grogne, je suis méchant en gros. Soit si je peux pas, je me barre, j'essaye de fuir la situation qui me va pas. Soit si je peux ni contrôler ni fuir, je me soumets. Et donc en fonction de ce qu'on a vécu dans notre enfance, de nos fratries et sœureries, en fonction des places qui étaient déjà prises, par exemple quand on a un grand frère qui avait l'habitude de rentrer dans le lard de papa et d'essayer de contrôler et de se mettre en colère et qu'il s'en prenait plein la poire, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à faire comme maman, à essayer de fuir le conflit, à essayer de l'esquiver. Et donc voilà, on va tous avoir des tempéraments, ce qu'on appelle notre caractère, qui fait qu'on va être des personnes plus ou moins contrôlantes, plus ou moins fuyantes ou plus ou moins soumises. Et des fois, on peut être tout en même temps. On peut se retrouver être complètement tyrannique à la maison et très très gentil avec le patron et les collègues de travail et complètement soumis. Ou à l'inverse, complètement tyrannique au boulot et complètement soumis à la maison. Donc voilà, il y a toutes les nuances de gris possibles entre ces 3 postures qu'on va combiner en fonction de nos capacités à survivre en fait avec ces modes de comportement. Donc le premier qu'on va voir, votre contrôlant, c'est le mode agressif. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent un peu dans un tempérament plutôt à la base, plutôt un peu colérique, à sortir de l'orgon, à être agressif. Donc moi, c'était mon cas. Et dans ma famille, c'était mon papa. C'était qui râlait tout le temps, qui criait. Et ma maman qui faisait Et quand ma maman faisait ça voulait dire tu peux bien toujours continuer à parler, je m'en fous complètement. C'était une façon de ne pas rentrer dans le conflit. Ma maman était plutôt fuyante du conflit et en même temps soumise. La deuxième possibilité, donc, c'est le mode fuyant, le mode passif, où soit on change de pièce, soit on fait t'as compris ce que je viens de te dire? Et tu fais alors qu'en fait, non, j'ai pas du tout compris, mais je te fais quand même ainsi. Et très souvent, les enfants, en fait, n'ayant pas la possibilité de tenir tête aux parents ou d'affirmer leur désaccord, vont feindre d'être d'accord alors qu'ils ne le sont pas, quoi. Et donc, troisième stratégie, c'est se soumettre et faire en sorte de supporter la douleur, de prendre sur nous. Et très souvent, ça donne des mamans comme ça avec des mômes qui sont assez insupportables. Et on ne sait pas trop s'en dépêtrer. En fait, on ne sait pas comment faire quand l'autre est maltraitant avec nous. On est un peu sous le choc, sidéré, on prend sur nous, on supporte. Et en fait, tous ces comportements, c'est le terreau du conflit permanent. D'un terreau que je ne sais plus si c'était un thérapeute qui s'appelait Karpman, a découvert en fait qu'il y avait une trilogie en fait entre le méchant, le gentil et le sauveur. Et que ça tourne en rond infiniment dans ce qu'on appelle le conflit interminable. Parce que le méchant, quand on commence à s'intéresser à la psychologie, aux blessures intérieures, on s'aperçoit que le méchant, c'est une ancienne victime, que le sauveur, c'est un gentil, mais qui pète facilement un câble et qui a besoin d'un type pour se défouler sur lui, c'est le méchant. Et que donc quand la victime, qui souvent n'est pas tant victime que ça, des fois c'est un peu elle qui provoque ou qui se laisse faire, hein, on pourrait dire qu'il n'y a pas de berger sans mouton. Si les moutons ils commencent à foncer sur l'éleveur et à se barrer de l'enclos, la chef de Monsieur Seguin s'aperçoit qu'il n'y a plus d'éleveur, il n'y a plus de moutons. C'est les deux, le bourreau et sa victime sont intimement liés. Et donc une fois que la victime à aller se plaindre en disant « T'as vu ce que m'a fait le méchant? S'il te plaît, va lui casser la gueule », le sauveur peut légitimement aller exprimer toute sa haine, sa colère et sa violence sur celui qui paraît être celui qui est censé s'en prendre légitimement plein la poire. Sauf que le bourreau, il a des enfants. Vous savez, quand les CRS ils vont aller taper sur les infirmières ou sur les pompiers, en se pensant comme des sauveurs de la société, et que les enfants des pompiers voient à la télé
leurs parents, infirmières ou pompiers, se faire tabasser par des CRS, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller prendre les pavés parisiens pour les jeter sur les CRS. Sauf que les CRS, ils ont des enfants. Et donc, du coup, voilà, ça s'appelle la trilogie infernale de la violence, dont on ne peut sortir que quand on sort de ce cercle. Et quand on vient regarder en face qu'on est tous des êtres maladroits, qu'il n'y en a aucun dans le fond qui a raison, on s'aperçoit que le bureau, c'est une ex-victime, que donc même si c'est maladroit ce qu'il fait, il a des raisons de faire ce qu'il fait, que la victime, elle est gentille, souvent elle est peureuse, elle fuit le conflit, et donc elle a besoin du sauveur, et c'est tragique, c'est maladroit de sa part, mais elle sait faire que ça. Que le sauveur, il est comme les deux autres, il en a ras-le-bol, il a qu'une envie, c'est de la justice et de l'équité, mais il s'y prend hyper maladroitement et il sait faire que ça, et qu'en fait, on n'en sort pas. Alors, je sais pas si vous avez vu ça dans vos familles, d'avoir vos mômes, où il y en a un qui vient qui fait « Maman, machin, il m'a fait ci !» Et qu'en fait, on passe notre temps à essayer de trouver « Oui, mais qui a fait qui ?» Parce que toi, tu lui as fait ça hier, et maintenant, c'est lui qui te fait ça aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a qui sont parents parmi vous, qui ont déjà vécu ces conflits interminables où on a l'impression d'être dans un sac de nœuds, où ça tourne en rond et on ne trouve jamais la solution, quoi. Et donc, dans cette trilogie, en fait, il y a deux postures, c'est la passivité et l'agressivité. Souvent, le gentil, il est passif, il fait rien, comme ça, du coup, c'est pas de sa faute. Il attend que ça se passe, en fait. Et l'agressif, il sort de ses gonds. Et c'est important de savoir que 100% de la violence, ça vient pas de l'agressivité, en fait. Ça vient pas de l'agressivité, ça vient de la passivité. Imaginez, vous avez une cocotte minute, vous la mettez sur le feu. Vous êtes passif, vous attendez. Donc 100% des explosions, ça vient quoi? Ça vient du feu? Non, vous pouvez très bien laisser le gaz allumé, vous décalez la cocotte minute et il n'y a plus d'explosion. Vous ouvrez, vous mettez le sifflet, il n'y a plus d'explosion. Vous ouvrez le bouchon, il n'y a plus d'explosion. Vous éteignez le gaz, il n'y a plus d'explosion. 100% des explosions sont dues à ceux qui laissent les choses sur le feu. Logique ou... Je sens que j'ai pas l'unanimité de la salle, là. Parce que ça veut dire qu'en fait, c'est la majorité de la violence est générée par la passivité, donc par la gentillesse. Et ça, c'est bouleversant. Parce qu'autant les méchants, on est tous là à dire « Ah bah oui, c'est la faute aux méchants ». Par contre, quand on dit c'est la faute aux gentils, oh, comment ça? Je suis gentil, c'est pas moi, enfin c'est l'autre quand même. Sauf qu'en fait, gentil c'est une place sympa comparé à méchant. C'est quand même plus facile quand on nous dit ah mais toi qu'est-ce que t'es adorable, qu'est-ce que t'es sympa, que quand on dit qu'est-ce que t'es détestable et agressif. Vous voyez bien qu'il y a deux positions qui sont plus ou moins confortables en fait. On va dire c'est plus confortable d'être gentil que d'être méchant. Et que donc, du coup, il y a une alternative entre... Donc là, j'ai dessiné une petite fille en caméléon, elle essaye de faire comme si de rien n'était, quoi. Elle attend à cocotte minute, si ça pète, c'est pas de sa faute, elle n'a pas allumé le feu, hein, et elle n'a pas créé l'explosion, elle faisait juste rien. Et le méchant, donc souvent c'est un gentil, mais qui a une cocotte minute qui est un petit peu moins solide, qui explose facilement, quoi. Et donc, on oscille entre les deux. C'est je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi, je supporte. Et je supporte plus. Ça vous parle pour certains parce que même plein de gentils se retrouvent dans la situation de péter un câble. On y est tous assujettis. Hein. C'est juste que, en général, on fait pas ça quand on est en danger. On va pas péter un câble sur un mec qui fait d'1m80, qui est costaud comme ça, qui a l'air très agressif. On va faire ça plutôt sur les enfants quand très souvent on en a marre du mari. Et puis c'est les mômes qui font quoi, qu'est-ce qu'il y a, qui vont se prendre la tornade parce que forcément on se sent moins en danger à crier sur le plus petit que sur le plus grand. Mais donc ça, c'est le cercle infernal de la violence, c'est d'être passif ou d'être agressif. Et la troisième alternative, c'est d'être assertif. Alors ça, c'est un mot qui est un peu plus méconnu, on connaît moins bien. Donc assertif, c'est le juste milieu entre les deux, être passif et être agressif. Sachant que les deux ont des vertus. Donc vous voyez, les gens plutôt passifs, plutôt gentils, souvent, c'est des gens qui sont plus patients, plus doux, plus raisonnés,
plus sages. Et les gens agressifs, c'est souvent des gens qui sont plus courageux, plus francs, plus dans le changement. Donc on pourrait appeler ça de l'impatience, mais c'est l'envie de changement, l'envie que les choses changent. Quand vraiment t'en as ras-le-bol, en général, tu passes en mode agressif. Et donc on s'aperçoit qu'assertif, c'est la jonction vraiment des deux. Ce serait, lui c'est le chêne, lui c'est l'herbe molle, lui c'est le roseau. C'est la jonction en fait des vertus des deux. On a envie que ça change, on va faire en sorte que ça change, mais pas en étant complètement rigide. Et donc on va être capable de faire changer les choses avec patience, mais en même temps avec fermeté. On va dire les choses, là où le gentil va rien dire pour pas générer de conflit, pour pas être méchant. Là, on va dire les choses, mais avec bienveillance, avec respect de soi et de l'autre. Là où d'habitude, on ne dit rien, ou alors on dit les choses de manière jugeante et agressive. Donc ça, c'est très important. Le jugement, en fait, le jugement, c'est la catastrophe de la communication. Vous voyez, par exemple, vous avez un enfant ou un conjoint, X ou Y, qui fait quelque chose qui vous déplaît. Imaginez la différence de puissance entre quand j'observe ce que tu es en train de faire qui me déplaît, je me sens pas bien, est-ce que tu pourrais le faire autrement? On sent une pointe d'ouverture là, on sent qu'il y a un changement. Imaginez maintenant, je remplace à « Ah, qu'est-ce que t'es chiante !» Bon, moi je suis môme, j'entends « Qu'est-ce que t'es chiant ?» J'entends « Ah bon, je suis chiant. » C'est comme si on me collait une étiquette, comme si on me disait « Oh là là, qu'est-ce que t'es bleu ?» Alors, je fais « Ah bon ?» Je croyais que c'était vert kaki et puis un peu... Mais bon, si c'est bleu, et je finis par accepter. Moi, petit, à force qu'on me dise « Ah, qu'est-ce qu'il est chiant, ah, qu'est-ce qu'il est pénible, qu'est-ce qui est... » À un moment, vers 13-14 ans, j'ai commencé à acquiescer, j'ai fait oh, « Ok, je suis un cancre, j'accepte l'étiquette, maintenant je vais faire que des conneries. » Alors qu'en fait, ce que j'avais besoin, c'était qu'on me guide sur ce qu'est-ce que je devais faire pour que l'autre soit satisfait. Mais l'autre me donnait jamais une indication claire. Il me disait juste un jugement et souvent un truc négatif. Arrête de faire ça. On me disait pas fais ça. Vous voyez, comme quelqu'un, imaginez votre conjoint il fume et en fait vous en avez marre de vous faire intoxiquer par le tabac à la maison. Vous pouvez très bien lui dire écoute chérie, j'aurais besoin que tu ailles fumer dans le garage. Et là c'est précis. Si je voudrais que tu arrêtes de fumer. Attends, moi je vais pas arrêter de fumer comme ça, c'est une addiction. Et donc du coup, tu veux que j'arrête de fumer dans la cuisine? Ok, je vais dans le salon. Ah, ni dans le salon, ni dans la cuisine. Bon, moi je vais aux toilettes. Ah, ni dans le salon, ni dans les toilettes, ni dans la cuisine. Alors j'aurais pu te dire tout de suite, j'aimerais que tu ailles fumer dans le garage. C'est le seul endroit où moi ça me dérange pas. Mais très très souvent, on va pas oser être authentique, on va pas être précis, parce qu'on se dit mais qui je suis moi pour déranger l'autre avec mes besoins? Je sais pas si ça vous parle. Souvent on se sent pas légitime, on se dit mais qui... Et surtout quand on est gentil, parce qu'on n'a pas envie de déranger les autres. Et on prend sur nous, quoi. Donc c'est ça, devenir assertif. Devenir assertif, c'est commencer à communiquer avec authenticité. Et ça va pas être que commencer à communiquer avec authenticité, il va y avoir d'autres... parce qu'en fait, on peut être authentique et très malveillant. On peut dire des méchancetés en étant authentique. Donc c'est important d'être authentique, mais en même temps d'être bienveillant envers soi et en bienveillant envers l'autre. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la communication non violente. Combien d'entre vous ont déjà entendu parler, lu des livres voilà, la majorité. Ok, donc pour la majorité, je pense que vous vous souvenez, le processus OSBD, observation, sentiment, besoin, demande claire et négociable. Donc il y a 4 points dans OSBD. Là dans CAPT, il y en a 10. Et il y en a un que j'ai mis en premier, que j'avais découvert dans la guérison des blessures intérieures, où on part du présupposé que toutes les parts de nous, aussi maladroites soient-elles, elles veulent que le bien, elles veulent que trouver de l'équilibre. C'est un peu comme des ados ou des enfants, un peu inconscients, un peu immatures, et qui essayent de faire le bien, mais alors complètement maladroitement. Donc le premier point de la méthode CAPT, c'est on est tous maladroits. Mon môme est en train de me faire péter un câble, il est maladroit et je suis maladroit. Mon patron me saoule, il est maladroit, je suis maladroit. On ne s'y prend pas comme il faut. Il faut que le problème, on emporte chacun une part de responsabilité. À partir du moment où je me mets dans la posture où je suis victime, où je suis victime de l'autre, c'est la faute de l'autre, c'est mort. Ça sert à rien de passer à l'observation, aux besoins, aux sentiments. C'est que déjà le truc il est saboté, c'est que je projette quelque chose sur l'autre ou sur moi.
Donc souvent, on va avoir la posture de projeter sur l'autre, c'est un gros con. Ou alors, de se projeter sur soi, de toute manière, je suis nul, j'en vaux pas la peine, c'est de ma faute. Ou alors, souvent ça arrive, je vois des gens comme ça qui sont clairement dans une situation où ils se font persécuter, où moi je vois l'injustice, et la personne, je l'entends dire non, mais c'est de ma faute, c'est parce qu'en fait je lui ai trop dit, enfin, ou je lui ai pas assez dit, ou j'ai pas bien fait. Et moi, ça me saute aux yeux, je me dis mince, n'importe qui pèterait un câble à ta place là et il hurlerait dessus, et toi, tu as l'impression que c'est de ta faute. Donc, c'est pour bien montrer qu'en fait, cette posture de on est tous maladroits, c'est de la bienveillance autant envers soi, de dire je suis maladroit, mais j'ai le droit d'être maladroit. Un enfant, il est maladroit, il est innocent. S'il a cassé un vase, c'était pas pour embêter ses parents. C'est parce qu'en fait, il est maladroit. Et si on veut pouvoir guérir les situations, il faut accepter ça. Il faut accepter qu'en tant qu'être humain, tous, on est profondément imparfaits. Et qu'en même temps, c'est parfait comme ça. On est un peu comme des enfants innocents. On a le droit de faire des erreurs. Et ça, il y a une clé pour retrouver cette innocence. C'est qu'à partir du moment où vous faites des erreurs, mais que, un, vous le reconnaissez, deux, vous présentez des excuses, trois, vous proposez réparation, en fait, on peut tout guérir, on peut tout réparer. Si, un, je ne reconnais pas les faits, que deux, je ne présente jamais d'excuses, et que trois, je n'essaye jamais de réparer les choses, là, c'est l'immobilisme total, la suffisance et les conflits qui n'auront jamais de fin. Et surtout, en plus, si je considère que c'est la faute de l'autre. Là, je suis vraiment dans la posture de la victime, où si l'autre n'a pas envie d'évoluer à notre place, pour deux, il n'y a pas de solution. Si l'autre ne se soumet pas à mon caprice, il n'y a pas de solution. Donc la phase 1, on est tous maladroits. La phase 2, c'est il ne sait pas c'est quoi. Et de regarder la situation en faisant un focus exactement pareil que si on prenait une caméra. Vous voyez une caméra, il y en a une qui tourne là, elle peut redire exactement mot pour mot, elle peut dire Franck à la minute 1,32, tu as dit un gros mot. Là, je viens d'en dire 5 ou 6 des gros mots depuis le début de ma conférence. Et ça ne va pas me dire, tu dis toujours des gros mots. Ça, c'est une généralité. Ça va me dire, tu es quelqu'un de grossier. Ça va me dire, à la minute 33, tu as dit ce gros mot. Des faits, rien que des faits. Donc ça, on retrouve ça dans la communication non violente, de ne pas déformer les faits, de ne pas mettre d'interprétation. Parce que à chaque fois qu'on va mettre une interprétation, elle peut ne pas être reconnue par l'autre. Donc par exemple, la personne arrive en retard, on lui dit « Oh, tu arrives toujours en retard ». Et lui peut te dire « Non, l'année dernière, je suis venu une fois à l'heure ». Et toi, quand tu entends ça, ça te fait péter un câble. Il est arrivé 99 mois en retard, il va ressortir la fois. Bah oui, et toi, tu as toujours. C'est faux. Donc, plus on est précis, plus c'est indéniable. Plus la personne, elle ne va pas pouvoir interpréter les choses. Souvent, essayer de retrouver son estime d'elle. Quand on lui dit « tu arrives toujours en retard », ça veut dire un peu « bon, t'es quand même quelqu'un sur qui on ne peut pas compter ». Et là, il va être obligé de ressortir la seule fois où il est arrivé à l'heure pour essayer de retrouver un peu d'estime de lui. Donc, c'est important que si on veut que l'autre acquiesce sur ce qu'on lui dit, que ce soit précis, que ce soit des faits. Et si on n'a pas ces faits, on ne les nomme pas. Mieux vaut ne pas nommer une situation si on en fait une caricature qui est fausse. Donc ensuite, comment je me sens avec ça? Comment je me sens avec le fait que tu es arrivé en retard? Comment je me sens avec le fait que tu m'as mal parlé ou que tu as dit un gros mot? Et ça, c'est mes sentiments. Et c'est à moi. C'est pas de ta faute. Si moi, je m'énerve, c'est pas parce que tu es chiant. Ou parce que tu as dit un truc qui est énervant. Tu as dit un truc qui, moi, énerve. Et si j'étais moine bouddhiste, comme l'autre à côté, je ne serais pas énervé du tout. Donc, c'est pas toi qui as dit un truc énervant, c'est moi qui m'énerve. C'est moi qui suis propriétaire de ma tristesse, de ma colère, et que si je gère mes émotions et que j'en suis propriétaire, l'autre n'est plus responsable de mes émotions. Et c'est important de faire cette distinction parce que les trois quarts du temps, on va accuser l'autre, on va dire « Ah, qu'est-ce que t'es énervant » ou « Qu'est-ce que tu m'énerves » Non, qu'est-ce que je m'énerve quand tu dis ça? Et si je veux pouvoir changer la situation, il faut que j'en sois responsable. Parce que c'est dans le calme qu'on résout les choses. Plus je laisse les situations où les gens avoir du pouvoir sur mes émotions, plus je suis impuissant en fait, plus je suis une victime. Et alors encore plus quand je confonds des émotions réelles avec des jugements casse-pieds. Et là, je ne sais plus combien d'entre vous connaissez les travaux de Lise Bourbeau
Mais les blessures intérieures de Lise Bourbeau, c'est la trahison, le rejet, l'injustice, l'abandon et l'humiliation. Et pour ceux qui ont déjà fait des stages de communication non violente, on a dû vous apprendre qu'il y avait des faux sentiments, des jugements cachés. Il y en a à qui ça dit quelque chose. Non, vous vous rappelez plus trop, si, un ou deux. Les jugements cachés, c'est de dire par exemple, je me sens abandonné, je me sens rejeté, je me sens humilié, je me sens trahi. Ah tiens, c'est marrant, c'est les 5 blessures de Lise Bourbeau. Curieux quand même. En communication non violente, on nous dit attention, ces 5 blessures, c'est des jugements cachés. Parce qu'un vrai sentiment, ça n'implique que toi. Donc par exemple, quand je me sens abandonné, le vrai sentiment, qu'est-ce qu'on ressent quand on se sent abandonné? L'abandon. L'abandon. Là, on est dans le cercle vicieux. Il y a pas, on ne peut pas se sentir abandonné en fait. Les vrais. En colère. En colère. Seul, triste, perdu. Ça, c'est des vrais sentiments en fait. On ne peut pas dire tu me perdu, tu me seul. Je me sens seul, je me sens perdu, je me sens triste. Tout ça, ça m'appartient. Je me sens abandonné. Ça peut être que pas un tiers. On est deux là. Je me sens seul, c'est moi que ça appartient. Et il y a une grande différence. Imaginez, le monsieur ou la dame n'est pas très fidèle et va voir ailleurs. Et on lui dit, je me sens abandonné à l'autre. Là, on sent qu'il est au bout de l'hameçon, là, qu'on le tient. Par contre, quand l'autre dit, je me sens seul, je me sens triste et je me sens en colère, on sent que le poisson, il est en train de se barrer, là. Que le fait qu'on ait été voir ailleurs, c'est en train de briser la relation et que l'autre n'est pas dépendant de nous. Par contre, quand il dit, je me sens abandonné, on sent bien, enfin, si notre conjoint nous dit, je me sens abandonné par toi, on sent qu'on le tient, en fait, et qu'il est triste et qu'en fait, on est le bourreau et qu'on est le dépositaire, en fait, de la souffrance de l'autre, quoi. Alors que dans les faits, c'est ce qu'explique Marshall Rosenberg et c'est ce qu'on découvre en analyse transactionnelle, c'est qu'en fait, l'autre est une stratégie de bonheur. On va chercher un conjoint, on va chercher des enfants, on va faire des enfants, on va chercher des relations pour être heureux, pour vivre l'amour. Donc en fait, l'autre, c'est une stratégie. Je suis avec toi parce que j'ai envie d'être heureux et tu es avec moi parce que tu as envie d'être heureux. Et quand tu fais des choses qui fait que je me sens vraiment malheureux, normalement, si je suis autonome, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait? Et je ne suis pas dépendant de l'autre. L'autre, c'est qu'une stratégie pour être heureux. Et ça change vraiment la donne en fait de ne pas embarquer les autres dans nos émotions, que ce soit de dire tu me mets en colère ou tu me rends triste, c'est de dire je suis triste quand j'observe cette situation. Et si tu veux que la relation continue entre nous, ce serait peut-être bien que tu changes un paramètre, parce qu'autrement, je vais changer de stratégie. Et donc, la posture 4, c'était quoi mon intention? C'était quoi son intention en faisant ça? De bien dire, de bien voir, on est tous maladroits, il s'est passé précisément ça, hein, tu arrives en retard, ou tu m'as fait cocu, ou c'était quoi? C'est quoi? Comment je me sens avec ça? Je me sens triste, je me sens en colère, je me sens déçu, je me sens agacé. Et c'était quoi son intention en faisant ça? Est-ce que son intention, c'était de bousiller notre relation? Non. Oui, peut-être. On ne sait pas. Mais en tout cas, de se poser la question à soi et de poser la question à l'autre. Quelle est ton intention, en fait, en faisant ça? Quand tu vas voir ailleurs, quand tu arrives en retard, des fois, en fait, il n'y a pas de mauvaise intention. Mais on peut présupposer que l'autre fait ça pour nous embêter. Souvent avec les enfants, en fait. On va avoir l'impression qu'ils font ce qu'ils font pour nous agacer, pour nous faire péter un câble. Alors, ce n'est pas le cas du tout, en fait. Leur intention, quand on pose vraiment la question, on peut découvrir pourquoi l'autre fait ça. En fait, la stratégie de pourquoi il fait ça. Et que sa stratégie, elle est liée à des besoins. C'est toujours lié à des besoins fondamentaux. Et très souvent, on mélange stratégie et besoin. Alors, la différence entre stratégie et besoin, le besoin, c'est manger. Stratégie, c'est poulet au curry. On n'a pas besoin de manger du poulet au curry. Au pire, on va avoir besoin de manger des protéines
et pour des raisons X ou Y, on va avoir besoin d'épices dans notre vie. Mais que ce besoin, il peut être comblé par 1000 plats différents. Et donc la stratégie, par exemple, on va avoir besoin de repos, il y a 1000 façons de se reposer. On va avoir besoin de s'évader, il y a 1000 façons de s'évader. L'évasion, c'est un besoin. La stratégie, ou tout au moins le choix qu'on va faire pour s'évader, de partir en vacances à droite, à gauche, à la montagne, d'aller sauter en parachute, d'aller faire des rallyes ou des treks dans le désert, tout ça, c'est des stratégies. Et il va falloir réfléchir à quelle stratégie serait adaptée à nos deux besoins. Donc, prenons l'exemple, un couple, ils ne sont pas d'accord sur la destination des vacances. Ils ont tous les deux besoin de vacances. La dame, elle est dactylo, elle travaille toute l'année dans un bureau, ou informaticienne, elle travaille toute l'année dans un bureau. Elle a vraiment besoin de se dépenser. Elle adore le trek, elle adore prendre son sac à dos, aller crapahuter sur les montagnes. Le monsieur, il est maçon ou, je sais pas moi, élagueur, il passe sa vie dans les arbres. Et il arrive à la fin de l'année, il est épuisé. Il n'a qu'une envie, c'est de s'étaler comme un lézard et de rien faire. Et donc forcément, quand le monsieur dit ben moi, cette année, moi j'irais bien à Royan, sur la plage, là, pendant 3 semaines, on glande, rien. Et alors là, la dame, pas du tout enthousiaste, c'est fait, non, moi je partirais plutôt dans les Alpes, tu vois, j'irais bien faire un trek pour aller voir les marmottes sur le glacier de Trucmuche. Et là, le monsieur, il fait, oh non. Et les mômes, eux, ils s'en foutent un peu, ils mangeront des glaces dans les deux cas de figure, ils accompagneraient bien maman ou papa, ou eux, ils peuvent dire, non, moi je préférerais partir en colonie avec mon copain. Et donc, on pourrait les voir se crêper chignon de dire, donc si souvent il y en a un qui aime plus l'autre, et c'est ce qui fait qu'on va se retrouver à la montagne ou à Royan, en fait. Il y en a un qui va lâcher, et souvent le plus passif, le plus gentil, qui va laisser le plus colérique, agressif, égoïste, choisir pour le couple ou pour toute la famille. Moi, c'était mon papa qui faisait que si ce soir il y a un film de cow-boy, eh ben, vous vouliez regarder autre chose, on va tous regarder un film de cow-boy. La stratégie gagnant-gagnant, ce serait d'essayer de réfléchir ensemble à où est-ce qu'on pourrait être tous les deux bien, en fait. Et là, souvent, c'est une impasse. Et ben non, la montagne ou la plage ou la montagne. Et pourtant, sur Terre, il existe la Corse, où tu as les deux à 15 bornes de distance, quoi. Comment? Le lac Léman aussi, voilà. Quand on cherche avec la créativité, on trouve toujours une situation où les deux besoins pourraient être comblés. Où on pourrait dire, ok, moi le trek, c'est pas mon dada, et je sais bien que la plage, c'est pas ton dada. Donc du coup, on fait une semaine l'un, une semaine l'autre. Vous voyez, il y a 1000 compromis à faire. Mais quand on part du présupposé que c'est pas possible et qu'il faut un gagnant et un perdant, moi, mon papa, soit il avait raison, il avait le dernier mot, soit il disait « Non, mais de toute manière, laissez tomber, c'est pas grave, on va faire comme vous voulez, de toute manière, c'est toujours vous qui décidez. » Il était soit tyran, soit victime. Hein, c'était ou. Et pas de situation gagnant-gagnant. Une situation gagnant-gagnant, ah ben non, c'était pas dans son registre. Et je crois que c'était peut-être une question de génération. Mais en fait, on s'aperçoit quand on est dans la créativité. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit dessin. C'était la madame, elle veut une yourte, une maison ronde, voilà, simple. Et le monsieur, il veut un château fort pour se protéger des hordes barbares. Et en fait, on peut faire le château yourte qui mélange les formes rondes et les formes carrées. Et comme ça, on vit dans la yourte tant que ça se passe bien. Et si jamais ça part en vrille avec les hordes barbares, on monte dans le donjon. Et donc, on peut toujours, avec la créativité, en fait, trouver un plan qui ferait C, donc A plus B. Et où dans C, il y aurait A, B, C. Et donc ensuite, phase 7, c'est est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est gagnant-gagnant? Est-ce que le château yourte, il est plutôt château ou plutôt yourte? Ou mi-chemin entre les deux? Est-ce qu'on s'y retrouve dans la relation? Est-ce qu'il y en a un des deux qui plie là, qui a l'air de plier, qui a l'air de céder quelque chose? Parce qu'à un moment, s'il y en a un des deux qui plie, il va nous ressortir la facture. Il va nous faire « Ah, c'est comme la dernière fois, on a dit qu'on faisait un château yourte, mais c'était quand même plus un château qu'une yourte. Ou plus une yourte qu'un château. » Et donc ça, c'est important de trouver que ce soit win-win entre nous.
Quand on dit oui, on avait dit une semaine à la montagne, une semaine à la plage, mais en fait, dans le fond, on a fait plutôt une semaine et demie à la montagne et 3 jours à la plage. Et donc forcément, ça va remonter les factures. Si c'est pas gagnant-gagnant, on retombe dans nos mauvaises habitudes. Et la créativité est là pour qu'on crée quelque chose qui n'existe pas avant. Et même si la Corse n'existait pas, on pourrait l'inventer. On pourrait trouver une situation qui n'existait pas avant. Donc, une fois qu'on s'assure que c'est gagnant-gagnant, on va se poser la question, est-ce que ce que je demande ou qu'est-ce que ce que je dis, c'est clair? Parce que très souvent, je ne fais pas de demande. Si c'est important pour moi de trouver ce château yourte, je vais partir du présupposé que ce serait bien que ce soit l'autre qui l'invente. Ça sorte tout seul et que ça tombe du ciel. Si je fais une demande, souvent elle n'est pas claire. Et j'aimerais que tu arrêtes de fumer. C'est un peu flou, quoi. Là où je pourrais être très précis. Et quand je suis précis, souvent, c'est pas très négociable. Par exemple, j'aimerais que tu ailles fumer dans le garage, c'est possible pour toi. C'est totalement différent de j'aimerais que tu ailles fumer dans le garage. Où on sent bien que là, c'est pas trop négociable, en fait. Donc, vous voyez, faire des demandes, qu'elles soient claires et qu'elles soient négociables. Pour pouvoir réajuster si jamais c'est pas gagnant-gagnant. Et quand on en arrive à ce stade, il y a des fois où c'est pas possible. J'aime bien faire ce parallèle parce que si on essaye de faire collaborer un lapin et une baleine, ça peut pas marcher entre eux en fait. Tout le monde le sent, la baleine restera sur le flanc de la plage comme ça avec les meilleures intentions qu'elle ait, et le lapin ce serait un lapin mouillé en bord de plage. Alors que le lapin, il aimerait bien être dans l'herbe et la baleine sous l'eau. J'aime bien faire le parallèle aussi avec les plantes. Il y a des plantes d'ombre, comme l'ail des ours, qui sont tout le temps heureuses à l'ombre. Et il y a des plantes comme le thym et le romarin, qui sont toujours malheureux à l'ombre. L'ail des ours sera toujours malheureux au soleil. Et si on trouve un compromis entre les deux, là, le win-win, ce serait tous les deux sont à mi-ombre, en fait. Tous les deux sont malheureux, en fait. Pas assez de soleil pour le thym, pas assez d'ombre pour l'ail des ours. Et je me suis rendu compte que dans les valeurs humaines, on avait tous des valeurs différentes. On avait tous peut-être des élans autour de l'écologie, autour de la permaculture, autour de tout un tas de valeurs, mais qu'on n'avait pas du tout les mêmes façons de les exprimer. Et pas au même moment, et des fois pas dans la même temporalité. Donc c'est ce qui fait qu'une personne, par exemple, qui va être dans une forme d'écologie, un peu avec des blessures intérieures, adolescentes, très en colère contre l'autorité, ça va faire un camp de hippies écolos à Notre-Dame-des-Landes pour empêcher l'aéroport de se faire à Nantes. Alors qu'on les retrouve 20 ans plus tard, ils veulent faire une ferme écologique, agroécologique, pour arriver à générer un SMIC par mois en vendant des légumes bio. Vous voyez, là, on est dans l'écologie plutôt capitalisme vert, et là, anticapitaliste, on veut vivre sans argent. Et ces gens-là, si on les fout ensemble, ça fait un feu d'artifice. Ils ne peuvent pas s'entendre, en fait, parce qu'ils ont des stratégies totalement différentes. Il y en a un, c'est sans pognon, et l'autre, c'est faire du pognon vert. Donc, du coup, ils ont beau avoir le mot écologie ou le mot permaculture, ils ne vont pas arriver à s'entendre. Et encore, ils ont des mots en commun. J'ai déjà vu des gens qui essayaient de collaborer, où la dame, elle veut devenir végétarienne, manger bio et arrêter de regarder la télé, et le monsieur, il veut manger des pâtes au lardon et regarder les matchs de foot tous les soirs. Bon, ça s'appelle un conflit structurel. C'est le lapin et la baleine, en fait. Ils peuvent plus s'accorder, ça peut plus être harmonieux entre eux. Et là, dans ces cas-là, il n'y a qu'une séparation gagnant-gagnant qui est juste. C'est comment on sépare le bateau, comment on sépare la maison, comment on sépare les biens, comment on partage la garde des mômes pour que ce soit le moins inconfortable ou le plus confortable pour les deux. Mais en fait, on ne pourra plus s'entendre. En tout cas, on ne pourra plus cohabiter dans le même navire parce qu'on ne va pas dans la même direction et on n'a pas envie du même navire. Et ça, c'est très important de se poser la question, en fait, parce qu'on n'est pas fait pour être avec tout le monde et que des fois, le meilleur endroit où on est heureux, c'est plus ensemble. Et donc, une fois qu'on a passé ce stade, que ce soit pour avoir inventé le château yourte et les vacances de rêve pour notre couple et pour nos enfants, ou alors qu'on se sépare pour que l'un et l'autre puissent vraiment aller
exprimer leurs besoins fondamentaux, qui ils sont. C'est remercier ce conflit. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que là, on arrive au stade du compostage, où on a transformé les os de poulet qui étaient indigestes, tous les déchets, les platates, on les a transformés en terreau. Et de ce terreau peut fleurir une nouvelle situation. C'est des potirons, des poules, des pommes de terre et le prochain repas. Et très souvent, on ne voit pas ça. On veut pas voir, on veut voir l'évolution que comme une espèce de grosse sucette rose sucrée qui serait que sucrée. Alors qu'en fait, la vie, elle nous a donné 2 facettes. C'est le sucré et l'amer. Si on reprend les 12 blessures qu'on a vues au tout début de la présentation, ces 12 blessures, on pourrait considérer ça comme des accidents de la vie injustes. Je me suis fait trahir, je me suis fait abandonner, je me suis fait rejeter, c'est pas juste, c'est vraiment dégueulasse la vie. Et c'est un petit peu comme si les arbres, ils disaient « Oh là là, il y a eu un coup de vent, il a gelé cet hiver, il a fait chaud cet été, j'ai dû perdre mes feuilles, il y a un chevreuil qui m'a mangé une branche, quelle vie de merde !» Alors qu'en fait, il semblerait que quand on vient sur Terre, on ne vient pas au pays des bisounours pour que tout se passe bien, au pays des Playmobil comme ça, où Ken épouse Barbie, ils achètent une grosse voiture rose, une grande maison bleue, ils furent plein de petits-enfants qui sont toujours heureux en fait, qui n'avaient pas de chagrin, qui n'avaient pas de couche à changer, que tout était auto-wash. Ça ne marche pas, la vie, c'est une somme. Si on veut découvrir les plaisirs de l'amour, il faut absolument... Ce qui va avec, c'est le plaisir aussi de découvrir que l'autre il se barre avec ton meilleur ami ou que c'est toi qui l'aimes plus. Parce que si on demande à n'importe quel petit enfant, tu as envie de découvrir l'amour, tu as envie que l'autre il te dise je t'aime et que tu lui dises moi aussi je t'aime, tous les petits enfants ils disent ah ouais, c'est histoire de rêve. Maintenant tu as envie que l'autre il te dise je t'aime plus. Bah non. Et toi tu as envie que l'autre qui t'aime à mort là de lui dire bah moi je t'aime plus. Puis d'ailleurs ton meilleur pote en fait ou ta meilleure copine bah elle me plaît bien quoi. Alors, il va dire bah non j'ai pas envie de dire ça, moi j'ai pas envie de découvrir ça. Ok, t'as envie que le premier dont tu tombes amoureux à l'école primaire tu dois te taper jusqu'à la fin de tes jours. Ah ben non, je voudrais la liberté. Ok, donc tu voudrais une liberté où tu voudrais pas faire souffrir l'autre, où tu voudrais pas qu'il se fasse souffrir, où tu voudrais aimer tout le monde, mais en même temps tu te rends compte que ça se mord la queue là, c'est pas possible. Tu veux le beurre, l'argent du beurre sur de la crémière et ça peut pas marcher comme ça quoi. Et que donc en fait toute notre évolution, il y a des trucs qui, on va dire le côté sucré, il y a plein de choses, plein de marges de notre évolution qu'on fait bien volontiers parce que c'est facile, c'est fun, c'est agréable. Et puis plein de phases de notre évolution qui sont pas agréables. On doit tous perdre une grand-mère, un chien, un lapin, des grands-parents. Enfin en effet, normalement pour survivre à nos grands-parents, enfin, sauf si les choses ne se font pas dans l'ordre. Donc on est fait pour vivre toutes ces blessures, enfin en tout cas une majorité des blessures qu'on peut rencontrer, ça fait partie des ingrédients de la vie. Et finalement, c'est aussi vivant quand on pleure que quand on rit. Et le but dans la vie, c'est d'être vivant. Mais quand on n'est pas authentique, quand on ne s'autorise pas à être, quand on ne s'autorise pas à pleurer parce qu'on a peur que ce soit une faiblesse, quand on ne s'autorise pas à se mettre en colère et à dire « je suis pas content là », parce qu'on n'a pas envie d'être méchant. En fait, on vit qu'à moitié. Et il n'y a pas d'évolution surtout. On reste dans nos schémas de personnes colériques ou de personnes soumises, là où en fait on peut voir toute tension. Je vous invite à vous y réfléchir là, dans les heures qui vont venir, dans les soirs et les jours qui vont venir. Il y a sûrement un truc qui va vous irriter, vous agacer, vous déranger. Peut-être votre conjoint, peut-être vos enfants, peut-être votre patron. Et si vous prenez ça comme quelque chose qui est en trop, qui n'a pas lieu d'être, que normalement ça ne devrait pas être, ça va faire que rajouter de la douleur à votre vie. À partir du moment où vous êtes dans « oui, ok, ça arrive, c'est pas pour rien, c'est une épluchure, c'est un os de poulet », comment je composte ça? Comment je transforme ça en or? Comment je transforme ça en évolution? Alors je vais vous donner l'exemple d'une amie qui a pratiqué la méthode CAPT avec sa famille. Tous les matins, ses enfants, il y en avait un qui ne voulait pas se lever, et il y en avait un qui ne voulait pas préparer son cartable et finalement être à l'heure. Tous les jours, elle disait au premier, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, il faut te lever. Tous les jours, elle demandait au second, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, quand est-ce que tu as préparé ton cartable? Il est -5, on va encore être en retard. Et tous les jours, elle arrivait en retard.
Parce que ça donne l'impression d'un cercle vicieux, là. Tu répètes comme un perroquet tous les jours. Et elle, c'est une femme très gentille, très douce. Et s'il y a un truc qu'elle aime pas, c'est s'énerver. Et tous les jours, elle s'énervait. Quand elle a commencé à pratiquer la méthode CAPT avec ses 2 enfants, elle a dit, OK, au petit, pourquoi tu veux pas te lever? Parce que je veux un câlin. Et qu'en fait, tous les matins, il aurait pu passer 5 heures dans le lit en câlin. Donc, il était intarissable en câlin. Et quand elle lui a dit, mais tu sais, moi, je suis ta maman, et en fait, je me sens pas très bien quand je vous emmène en retard à l'école. Et moi, en fait, ça me met pas bien. Donc, en fait, je veux bien que je te fasse un câlin. Ça dure 5 minutes, mais 5 minutes, c'est tout. Le mot midi, c'est pas assez. Là, elle se dit, bon, là, il fait un transfert. La stratégie câlin, c'est moi. Ok, tu peux pas faire un câlin à autre chose que moi, ton doudou? Elle fait, si. Du coup, le lendemain, elle le retrouve arrêté dans le couloir. Et il dit, mais j'ai pas assez de câlins. Elle dit, tu veux qu'on mette un 2e doudou dans le couloir? Et en fait, il s'est retrouvé à mettre un doudou en haut d'escalier, dans le couloir, dans la cuisine. Et tous les matins, il fait ses bisous à tous ses doudous. Le grand, quand elle lui a... Parce que toutes les semaines, elle lui faisait son sac. Et quand elle lui a dit, en fait, moi, ça me stresse de te demander de faire ton sac. J'aimerais que tu le fasses toi-même. Mais en fait, le grand, il demandait que ça. Et donc, les 2 premiers jours, il est arrivé à l'école avec des trucs qui manquaient dans son sac. Et en fait, lui, le grand, il lui a dit, moi, je veux que tu te débrouilles, tu me laisses faire. J'arriverai devant la porte à la bonne heure, mais tu me saoules pas. Entre-temps, tu me laisses faire comme moi j'ai envie de faire. Parce que souvent, elle lui prémâchait un petit peu tout, elle lui expliquait tout ce qu'il devait faire de A à Z, quoi. Et donc, les premiers jours, il est arrivé avec quelques stylos en moins ou quelques livres en moins dans son cartable. C'est à lui que ça a posé problème, pas à la mère. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à arriver à l'heure à l'école le matin, à stresser. Et pour les enfants, on appelle ça le sevrage, que ce soit de leur carence affective ou de leur organisation. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, ce genre d'exemple. Vous pourrez en sortir une 50aine entre ce qui se passe dans les couples ou ce qui se passe des fois entre les enfants et les parents. Parce qu'en tant que parents, on a encore nos parents. Et des fois, quand on arrive à Noël... Ouais, tiens, je vais vous donner ça comme exemple avec mon papa. Parce que je m'intéresse beaucoup à l'écologie. Je suis formateur en permaculture et en même temps formateur en gestion de conflits, en médiation, en CNV. Donc, à chaque fois que je revenais chez mes parents, à la maison, ça me faisait un peu la sensation, au pays de Windows 10, de revenir à l'époque des Amstrad des années 80, des ordinateurs qui marchaient avec des cassettes. Vous voyez, c'est un sentiment comme ça. Ou quand je revenais chez mes parents, vu que j'essayais de pas trop manger de gluten, pas trop de manger de produits laitiers, j'étais obligé de prendre de la place dans le frigo et de dire à ma mère, ça te dérange pas si je pousse un peu le truc là pour pouvoir mettre quelques trucs que je peux manger. Et un jour, mon père me dit, Franck, écoute, faut que je te dise, tu nous emmerdes en fait. Tu nous fais chier, tu nous fais chier avec ta communication non violente, avec ton écologie, là, tout ça. Moi, je suis plus chez moi, je peux plus fumer mon cigare quand j'ai envie de fumer mon cigare, on peut plus regarder la télé à table. Tu nous fais chier. Donc là, normalement, mon mode réactionnel, c'était, ah ben tu crois que toi, tu me fais pas chier avec ta télé à table et tes cigares, etc. Donc là, je le reformule, je lui dis, donc papa, en fait, ce que je comprends, c'est que tu es en train de me dire que ça te dérange qui je suis, parce que ça t'emmerde mon écologie, ça t'emmerde que je sois intolérant au gluten et aux produits laitiers, ça t'emmerde que je veuille plus de fumer à table pendant que je mange, et ça t'ennuie que je veuille plus de télé, et surtout les informations pendant que je mange. Et je voudrais te dire que tu as raison sur ces faits, tu as raison, c'est vrai, je te fais chier, chez toi, et je suis 100% responsable. Alors là, pas de bon, bah, ok, donc on est d'accord, donc tu vas arrêter d'être chiant, quoi. Et j'ai dit, bah maintenant, on va passer à moi de parler. C'est important pour moi de te dire en toute authenticité que moi, ta communication violente, ça me fait chier. Que tes cigares à table, ça me fait chier. Que ta télé à table, ça me fait chier. Que ta mauvaise foi quand tu regardes Nicolas Hulot et qu'après, arrivé à table, tu demandes à maman les petits bâtonnets de Coraya, de raclure, de fond de la mer. Ça me fait chier. Donc, je suis pas contre que tu manges les Coraya, mais je suis contre le fait que tu nous fasses la morale devant Nicolas Hulot.
en nous disant si les gens ils arrêtaient de manger les poissons, alors que t'en manges et en toute inconfiance. Et donc, du coup, moi aussi, ça me saoule, en fait. Et donc, ce que je te propose, papa, pour que ce soit gagnant-gagnant entre nous, c'est vu que je suis 100% responsable parce que c'est moi qui fais 300 bornes pour venir te voir à Noël, ben c'est qu'au Noël prochain, ce soit toi qui fasses 300 bornes pour venir me voir chez moi. Et puis, tu laisseras ta communication violente au pas de la porte, tes bâtonnets de surimi, ta télé. Et chez moi, ben c'est moi le chef et ça va se passer comme moi je veux parce qu'autrement, ça m'emmerde. Comment tu te sens, papa, quand je te dis ça? Et là, mon papa, il a dit, on va pas ne plus se voir quand même. Je vais dire, traduction dans ma langue, donc papa, ce que tu es en train de dire, c'est que ça t'ennuierait qu'on se voit plus, que donc du coup, tu es peut-être un peu plus prêt à supporter qui je suis. Comme ça, du coup, ça fera un espèce de mi-chemin ou... Parce que tu vois, par exemple, pour la télé à table, on pourrait faire un repas sur 2. Mais jusque-là, si je te demandais une fois d'éteindre la télé à table, tu disais, oh, je veux merci, laissez-moi. Donc, c'était pas trop gagnant-gagnant. Donc, moi, je veux bien que je te dérange chez toi, mais il faut que tu comprennes que moi aussi, ton comportement, il y a plein de trucs qui me dérangent. Donc, si tu veux qu'on se supporte, il faut qu'on fasse un pas vers l'autre. Et là, j'entends que tu es prêt à faire un pas vers l'autre. De ce jour-là, à chaque fois qu'il a allumé la télé à table, il m'a dit, Franck, ça te dérange si j'écoute les informations parce que il le faisait quand même, mais au moins il me demandait mon avis. Et à la fin du repas, il prenait son cigare et il nous regardait, ma mère et moi, et disait, bon, je vais fumer mon petit cigare dans le salon. Et de ce jour-là, ça a changé en fait. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce qu'on appelle aller à la limite de la relation. À cette limite, quand je lui dis, papa, ce que je te propose, c'est qu'on se voit plus, comme ça je te dérangerai plus, je lui donnais le pouvoir qu'il me dise, eh ben casse-toi. Et ça me faisait peur en fait. Mais j'avais pas envie de ça, et lui non plus. Mais sur la base de cette limite de la relation, où on est prêt à la briser, on est prêt aussi à la reconstruire, sur d'autres bases. Quand j'ai dit ça à mon frère, mon grand frère, qui avait un comportement assez persécuteur avec moi depuis tout petit, que lui il était plutôt surdoué, à l'école il avait des bonnes notes sans jamais rien faire, et moi j'avais des mauvaises notes en faisant le maximum. Donc il me prenait un peu pour un attardé depuis que j'étais tout petit. Et il a toujours un comportement assez maltraitant, que ce soit verbalement ou que ce soit physiquement. Et pourtant, je continuais à maintenir le lien avec lui. Je continuais à aller le voir tous les ans, à lui souhaiter son anniversaire. Et quand j'ai fait la même chose avec mon frère, je lui ai dit presque mot pour mot, je t'emmerde avec qui je suis. Et je reconnais, c'est moi qui viens chez toi, qui te dérange, avec qui toi tu me demandes rien. Donc ce que je te propose, c'est que ça s'arrête et que je vienne plus. Et ben mon franchin, il m'a dit, je verrai plus ta sale gueule et ça va me faire des vacances. Ça fait 13-14 ans qu'on ne se parle plus maintenant. Et du coup, avec mon formateur en gestion de conflit et en guérison de blessures intérieures, Jean, quand je lui ai dit, je suis un peu embêté parce qu'en fait, je fais des conférences devant les gens où je parle de gestion de conflit et de médiation et je ne suis pas capable de gérer celle avec mon frère et avec ma famille. Donc du coup, et là, il m'a dit, Franck, de ce que j'entends, tu es dans un comportement conflictuel avec ton frère, tu lui as proposé d'aller à la limite de la relation, il t'a dit qu'en fait ça lui allait très bien de plus te voir, et toi tu es triste et tu te sens incohérent parce que en fait tu te dis qui je suis moi pour aller enseigner aux gens la médiation, la gestion de conflits si j'arrive pas à les gérer avec mon frère, donc tu te sens incohérent, c'est bien ça? C'est exactement ça. Il me fait, est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi je ne parle plus à mon grand frère depuis 18 ans? Donc lui, il est africain, Jean. Il fait partie de la région des Grands Lacs au Rwanda, une région qui est assez tourmentée. Et le fait est, c'est qu'il a eu la chance, en étant le cadet et en même temps le plus apte à faire des études dans sa fratrie, son père l'a envoyé en Belgique pour faire des études. Et son grand frère s'est retrouvé chef du village quand le père est mort. Le père avait tendance à tous les mater à coups de trick. Donc le fils, donc le grand frère, en fait, a continué et est devenu le chef du village et avait tendance à maltraiter toute sa famille. De la même façon que le faisait le père, donc en les frappant à coups de nerf de bœuf, en hurlant sur tout le monde. Jean, quand il revenait dans sa famille, tous les ans, sachant que c'est lui qui un peu ramène l'argent dans le village, vous savez, comme ils font en Afrique, ils envoient un pour aider la famille. Donc c'est lui qui aidait la famille, c'était lui la vache à lait, on pourrait dire, la financière, quoi. Et à chaque fois qu'il revenait tous les ans, il voyait son grand frère maltraiter ses tantes, ses nièces, toute la famille à coups de nerf de bœuf. Et donc, il a fait la même chose qu'avec mon frère. Il est allé à la limite de la relation. D'ailleurs, c'est lui qui m'a enseigné à faire ça. Et il a été voir son grand frère, lui a dit, écoute, c'est insupportable pour moi quand je te vois maltraiter ma famille, quand je te vois les frapper physiquement. Devant moi, c'est trop dur. Et il va falloir que ça s'arrête.
Et le grand frère, il a fait, qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, écoute, je te première de mes propositions, c'est je paye toutes les psychothérapies que tu veux pour pouvoir guérir les blessures intérieures qui sont liées à papa et à toute la maltraitance qu'il t'a fait. Et pour que tu trouves d'autres stratégies pour communiquer avec les autres, pour te faire respecter, pour te faire entendre. Son grand frère, il a fait, non. Il a dit, deuxième solution, c'est quand je viens au village, tu t'en vas. Je te donne de l'argent, tu vas où tu veux, à l'hôtel, tu vas jouer au jeu, tu fais ce que tu veux. Mais quand je suis là, t'es pas là. Comme ça, je te verrai pas frapper ma famille devant mes yeux. Le grand frère, il a fait, non. Il a dit, troisième solution, je donne plus d'argent au village. Plus à aucun d'entre vous. Et je vais écrire une lettre à chacun, et je vais passer dans chaque case pour expliquer pourquoi. Et je leur dirai à tous que tant qu'ils t'auraient pas foutu dehors du village, je donnerai plus d'argent. Et que quand ils t'auront foutu dehors du village, je leur donnerai plus d'argent que je leur en ai jamais donné. Alors tu choisis quoi? Et il a dit, ok, quand tu viens, je me donne l'argent et je m'en vais, je vais à l'hôtel, je vais plus loin, je vais faire des jeux. Et Jean me regarde et me dit, ça fait 18 ans que ça dure. Ça me rend triste, mais c'est la meilleure des mauvaises solutions. Et il me dit, Franck, toi qui t'y connais en plantes et en botanique, c'est pas à toi que je vais apprendre qu'on peut pas faire pousser des carottes en tirant dessus. Mon grand frère, s'il pouvait évoluer, s'il pouvait guérir ses blessures intérieures, il le ferait, mais il peut pas. Il est à son rythme, à sa vie. Et moi, Jean, je peux rien faire. Je peux pas le pousser à évoluer. Tu peux pas pousser tes parents à évoluer. La seule chose que tu puisses faire, c'est marquer des limites pour que toi, tu te sentes respecté. Et moi, je peux pas changer mes nièces, je peux pas changer mes tantes. C'est un jeu entre eux, bourreau, sauveur. Et si ma famille ne veut pas évoluer, moi, je les aime quand même. Et ce que je veux, c'est quand moi je viens, je vois pas quelqu'un qui frappe les autres. Et c'est la seule chose que je puisse imposer, c'est ça. Et là, du coup, je me suis senti vachement moins seul dans ma situation. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'il n'y avait aucune situation qui était parfaite, que même le père de la communication non violente, Marshall Rosenberg, vivait des conflits. Des fois, n'était pas du tout non violent avec certaines personnes, les profs en l'occurrence. Il avait du mal à encadrer les profs de l'éducation nationale qui n'ont pas envie de changer les règles de l'éducation nationale. Je l'ai entendu dans des conférences, être tout sauf bienveillant. Et qu'aucun contexte n'était parfait. La seule chose qu'on pouvait faire, c'est reconnaître qu'on est tous maladroits. Et essayer de faire en sorte de transformer les situations qui nous font du mal, de créer un contexte plus évolutif, où non pas tous les autres vont évoluer, mais au moins nous, on arrivera à trouver un contexte juste, gagnant. Voilà. Écoutez, je vous souhaite d'arriver à mettre ça dans vos vies. Vous pouvez retrouver la méthode CAPT sur le site de La Forêt Nourricière. Vous pouvez trouver des conférences que j'ai enregistrées. D'ailleurs, cette conférence, vous pourrez la réécouter sur la chaîne YouTube La Forêt Nourricière, Synergie dans les rapports humains. Et pour ceux qui sont intéressés par le jeu Guérir et la méthode CAPT, si vous voulez, j'ai ramené quelques posters et quelques jeux que vous pouvez acheter si vous êtes intéressés. Merci à tous.